Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. L'année 2023, une année riche en événements sur le plan international. Guerre russo-ukrainienne, guerre israélo-palestinienne et tensions entre la Chine et Taïwan. En Europe s'observe une montée terrifiante de l'extrême droite. Les pays du Sud s'affirment davantage. En Afrique, on assiste à un recul de l'influence française. Les BRICS, eux, s'élargissent face à l'hégémonie occidentale. Une année donc de grands basculements géopolitiques dont on va discuter ce soir avec nos invités. Donc ici présent, Monsieur Zakaria Aboutahab, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir. Bonsoir, Madame Khamenei, merci. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Avec nous également, Monsieur Driss El-Aissaoui, vous êtes analyste politique et économique. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec nous également depuis Casablanca, Monsieur Nabil Adel. Vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESCA. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Un plaisir de vous avoir tous les trois avec nous. Donc première question, tour de table. Quel est l'événement ou le fait le plus marquant cette année? Je commence par vous, Monsieur El-Aissaoui. Au niveau c'est la guerre international. Moi, je suis obnubilé par cette histoire. La guerre à Gaza par Israël et je dirais par le mouvement sioniste, parce qu'en fait ce ne sont pas que des Israéliens, des Juifs, parce que c'est des cousins, mais ce sont des gens de l'extrême droite en Israël qui essaient de faire disparaître définitivement. Aujourd'hui, ils sont à 20 000, ou un peu plus de 20 000. 21 000, on a franchi la barre. Voilà, la barre de 21 000. Ils sont en train de faire n'importe quoi pour dire qu'ils ont gagné. Mais je trouve que c'est l'un des événements le plus curieux, le plus dramatique, le plus grave que l'humanité a eu à vivre. Et nous continuons de le vivre, malheureusement, avec beaucoup de déception, avec tout ce qui se fait au niveau de l'État israélien, au niveau de l'État palestinien, malheureusement. Et le Maroc a eu une attitude tout à fait noble en décriant cet événement, en décriant cette situation et en demandant à ce qu'on puisse revenir à une situation où la solution à deux États pourrait être la grande sortie par la grande porte pour tout le monde, pour les Israéliens, pour les Palestiniens et tout le monde. On va en parler justement avec plus de détails tout à l'heure, Monsieur Zakaria Aboutahab. Alors, qu'est-ce qui caractérise pour vous cette année 2023? C'est vrai, c'est clair qu'on ne va pas déroger à la règle parce que l'événement s'impose. Il est dramatique, il frappe de façon brutale et puis réveille en nous beaucoup de choses. Mais c'est un élément d'enchaînement, si vous voulez, parce que de façon cyclique et même de façon interdépendante, on peut dire qu'il y a une succession de violences qui s'est exprimée de façon extrême, notamment quand la guerre se déclenche. Et puis les grandes victimes, ce sont les déplacés, les personnes qui se déplacent de force. Alors, on parle du Soudan, on parle de la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, Israël, le Hamas, au final les Palestiniens, ainsi que d'autres endroits où il y a eu des changements parfois un peu brutaux. Ce sont des coups d'État, parfois même de palais, comme on dit. On peut parler du Gabon, on peut parler du Niger, etc. Et donc, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est un peu le retour de cette violence extrême exprimée à travers des actions militaires. Et hélas, la dernière d'entre elles, elle ne va pas être la dernière, probablement, vu les éléments sur le terrain, c'est Israël-Palestine, oui. Très bien. Et vous, Monsieur Nabil Adel, quel fait vous a le plus marqué cette année? En fait, je m'inscris en ligne avec ce que viennent de dire les professeurs Aboutahab et M. Aissaoui. Mais il y a un schéma global auquel nous assistons aujourd'hui et c'est une rotation historique à laquelle cette génération à laquelle nous appartenons a le privilège d'assister, à savoir la remise en cause de l'ordre occidental au profit d'un mouvement qui commence à s'imposer, à savoir le Sud global. Tous les événements, quand on les met côte à côte, vous avez un schéma commun, un dénominateur commun, c'est la remise en cause de la prédominance et de la suprématie occidentale dans la gestion des affaires du monde et qui s'est exprimée à plusieurs dates.
à plusieurs endroits. L'Ukraine, le recul, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le recul de l'influence française en Afrique, la montée des BRICS, ce qui se passe à Gaza et l'agression criminelle de l'État d'Israël contre le peuple palestinien. Donc tout ça s'inscrit dans un schéma global où le monde commence à bouger. On n'accepte plus les règles du jeu héritées de la Deuxième Guerre mondiale, plus globalement de la fin du XVIe, XVIIe siècle, où nous avons des pays occidentaux qui gèrent le monde en fonction de leur vision des affaires internationales et qu'ils mettent à profit pour servir leurs intérêts. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, depuis peut-être le Haut Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, où celui qui va succéder à un pays, où celui qui va diriger le monde n'est pas un pays occidental après les États-Unis. Il y avait toujours un pays occidental qui passait le relais entre pays occidentaux. Et je pense qu'aujourd'hui, nous vivons une rupture où, pour la première fois depuis peut-être les grandes découvertes, depuis le 15e, 16e siècle, où celui qui va peut-être prendre le leadership dans la gestion des affaires du monde n'est pas un pays occidental. Et donc, c'est tous les événements que nous avons vécus en 2023 ont comme dénominateur commun ce schéma-là, où une remise en cause de plus en plus prononcée de l'ordre occidental et une volonté des pays qu'on appelle le Sud global de s'émanciper de cet ordre et de vouloir s'affirmer tout en y échappant à son diktat. Le monde vit donc aujourd'hui une rupture, les équilibres mondiaux se bousculent. Commençons par cette guerre qui nous touche tous particulièrement, la guerre de Gaza. Comme l'a dit M. El-Aissaoui, on a dépassé la barre des 21 000 morts. Il faut préciser que c'est en près de 3 mois, on n'a même pas encore bouclé les 3 mois de guerre, ce qui représente beaucoup plus de morts que durant les 2 ans de guerre d'Ukraine. Est-ce qu'il y a, M. Abou-Dahab, éventuellement une sortie de crise? Est-ce qu'on peut penser à une sortie de crise? Y a-t-il encore l'espoir d'arriver à un cessez-le-feu? Et après quoi? Après toute cette destruction apocalyptique que nous voyons chaque jour, et là, c'est avec ce qui est gênant aussi, c'est l'intériorisation de la situation. Plus ou moins, quand je dis l'intériorisation, c'est une banalisation. C'est un peu galvaudé, de telle sorte que véritablement nous sommes bombardés par ces images d'enfants et ça fait mal au cœur, c'est vrai. Bon, parfois, on se détache de notre casquette de professeur observateur et nous sommes des humains quand même. Et les Palestiniens, que nous soyons des Français ou des Anglais, des Américains, c'est une humanité. Et comme disait C. Adel, c'est vrai, moi ce qui me révolte, c'est cet ordre mondial qui a été construit progressivement et qui était un succès, il faut le dire, après 1945, les droits de l'homme, la dignité humaine, etc. Et là, on voit véritablement que nous sommes dans des ruptures et que les droits de l'homme correspondent à des personnes qui n'ont pas les mêmes gènes que ceux des Palestiniens ou d'autres. Et ça, c'est révoltant. Il est vrai, je suis internationaliste essentiellement, il faut remonter un peu loin pour voir qu'il y a eu des situations plus ou moins similaires, non volens, tant bien que mal. L'Irak, en 1991, une coalition s'est constituée contre un pays, il est vrai, il était dans... c'est-à-dire, il ne devait pas le faire à l'époque, mais on n'est pas dans un procès d'intention, et au-delà, 2003, etc., les actions par-ci, par-là. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'il y a une remise en cause de cet ordre mondial incarné par des textes qui ont été adoptés, qui ont à un moment donné, c'est vrai, réalisé un succès d'une humanité qui, au final, s'est déchaînée, s'est libérée du joug colonial, des atrocités de la Deuxième et la Première Guerre mondiale. Ça, il est vrai, mais aujourd'hui, tout le monde est interpellé. Les Palestiniens, c'est un patrimoine commun de l'humanité, excusez-moi, puisque quand on parle d'Al-Quds, Jérusalem, etc., c'est la capitale des religions monothéistes. Donc finalement, aujourd'hui, c'est vrai, ça nous pousse à remettre en cause les valeurs, les principes qui, jusque-là, avaient fondé un ordre international qui a été proclamé, déclaré, on va dire acclamé, décompté à partir de 1945, et c'est malheureux, voilà. Un ordre mondial donc qui change. Monsieur Lahad, quelles conséquences de ce conflit sur les équilibres géopolitiques aujourd'hui au Moyen-Orient? Alors, il y a des ruptures profondes. Aujourd'hui, on se rend compte que les États-Unis, avec un budget militaire qui avoisine les trillions de dollars, on parle de 900 milliards de dollars, n'arrivent pas à gagner de guerre, ni à aider leurs alliés à gagner de guerre. On voit aujourd'hui que
qu'Israël ne tient que par le pont aérien américain. Mais les Américains ne veulent plus avoir des troupes sur le terrain. Ils ont fait l'expérience en Irak, ils ont fait l'expérience en Afghanistan, ils n'ont plus envie d'envoyer leurs enfants se faire tuer parce qu'ils se rendent compte de la limite de leur supériorité militaire. C'est-à-dire que la supériorité écrasante qu'ils ont sur les ciels doit à un certain moment se traduire par une invasion terrestre. Et c'est là où les moyens et la technologie, la sophistication n'aident plus. Où il faut parfois faire du combat de distance zéro, homme à homme. Et là, malheureusement, on se rend compte de la limite de l'exercice. Alors cette limite a eu son paroxysme par les Houthis qui bloquent le commerce dans Bab el-Mandeb. Quand on sait que les Houthis, c'est un groupuscule, ce n'est même pas une armée d'un État moderne. Et malgré ça, les États-Unis qui ont essayé de faire une coalition, les gardiens de la prospérité, c'est une coalition qui s'est effritée avant même d'avoir commencé, parce qu'ils se sont rendus compte que quoi qu'ils fassent, les Houthis vont tirer des missiles à $10 000, ils doivent les intercepter par des missiles à $2 millions, $3 millions. Donc c'est une guerre d'attrition. C'est une guerre d'attrition qui va encore essouffler davantage la puissance américaine. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, les États-Unis, ils ont une supériorité militaire sur le papier, à coût de budget de milliards, de dizaines ou de centaines de milliards de dollars, mais qui n'arrivent pas à utiliser pour achever des desseins géopolitiques, ni eux ni leurs alliés. Et aujourd'hui, ils sont en train de se trouver dans des situations. En Ukraine, ils sont bloqués. Maintenant, ils viennent d'ouvrir un nouveau front à Gaza, et ils n'arrivent plus à gérer la situation comme ils le faisaient après la Deuxième Guerre mondiale, où effectivement, même si ça leur coûtait cher, mais ils arrivaient à sceller une affaire. Ils l'ont fait en Corée, ils l'ont fait au Vietnam, ils l'ont fait dans certains endroits du monde. Et donc là, leur puissance avait un sens. Donc aujourd'hui, nous rencontrons la limite de l'exercice. Deuxièmement, c'est que l'ascendant moral, et le professeur Bouddha, on a parlé de l'ascendant moral qu'avait l'Occident, et qui lui a permis de trôner sur les affaires du monde pendant longtemps, il ne l'a plus. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les principes deviennent à géométrie variable et qui commencent à servir toujours les mêmes intérêts au détriment des mêmes personnes. Je rappelle que depuis une vingtaine, une trentaine d'années, voire même une quarantaine d'années, toutes les guerres se font contre les pays musulmans. Donc ça commence avec l'Iran, l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, le Yémen, la Libye, la Syrie, et je peux continuer la liste, le Soudan maintenant. Et donc, ce sont toujours les mêmes qui subissent les affres de ce nouvel ordre mondial qui se fait au détriment des pays musulmans. Et donc là, il y a une prise de conscience croissante que c'est une situation qui ne peut plus durer. Aujourd'hui, Israël se trouve dans une situation très peu confortable parce que pour peu que le Hezbollah se joignent à la guerre, ils vont rencontrer de très difficiles situations. Donc voilà ce que cette guerre a révélé, c'est que la puissance américaine militaire commence à atteindre des limites. On a commencé à voir ça avec la guerre d'Ukraine, et maintenant on a la démonstration par 3 qu'aujourd'hui la puissance économique, la puissance militaire américaine, pour résumer, ne fait plus peur. Une puissance américaine donc qui s'essouffle avec notamment la multiplication des conflits un petit peu partout dans le monde. Monsieur El Aissaoui, depuis le 7 octobre, donc depuis le début de cette guerre à Gaza, la question palestinienne est redevenue au devant de la scène. Du coup, vous qui parliez tout à l'heure de solution à 2 États, est-ce que c'est une option qui est encore réalisable? Et puis, Monsieur Adel nous parlait de rupture. Cette guerre d'aujourd'hui, est-ce que finalement, oui, c'est une rupture? On va parler d'un avant et d'un après. Mes 2 collègues ici, ils sont en train de parler en termes de rupture. Moi, je pense qu'il y a une continuité dans la perversion. C'est ça le problème, c'est que ce soit les Israéliens, que ce soit les Européens, que ce soit les Russes, ils sont dans la continuité de leurs erreurs. Et ils sont en train de détruire ce qu'il y avait d'humain dans la vie de tous les jours. Les Palestiniens, effectivement, c'est une cause qui a été oubliée pratiquement de tous les États. Aujourd'hui, elle revient avec une force extraordinaire. Parce que quand on regarde les vidéos pour parler du Hamas, pour parler de comment ils ont travaillé, quels sont les tunnels qu'ils ont creusés dans le sous-sol de Gaza, qu'est-ce qu'ils ont fait comme action et qu'est-ce qu'ils détiennent aujourd'hui,
comme prisonniers. Et ils ont pris des têtes de, disons, des têtes de chapitre sur le plan de la hiérarchie militaire algérienne, israélienne. Pardon. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Quand je parle de la solution à deux États, c'est le vœu de tous les pays démocrates qui vivent et qui disent que nous ne pouvons pas aller indéfiniment dans cette voie de destruction. Parce qu'on peut détruire, mais jusqu'à quand? C'est ça le problème. Et que cette continuité et cette évasion en allant au devant des difficultés nous permettent aujourd'hui d'affirmer que les Américains ne peuvent plus rien faire, sincèrement. Ils n'ont aucune force, ils ne peuvent pas se prévaloir de n'importe quel effet de domination ni de suivi par rapport aux autres pays. Et finalement, Gaza va rester un point noir dans l'histoire contemporaine et marocaine et arabe, et que finalement, je pense que 2023 ne va pas ressembler aux autres années et aux autres époques. Donc c'est une rupture. C'est une grande rupture par rapport finalement, c'est une rupture. Non, mais la rupture, elle est... Non, sur le plan analytique, quand on travaille avec le concept des ruptures, c'est toujours intéressant. C'est Bachelard, etc. Donc, c'est des ruptures épistémologiques qui nous permettent de comprendre le sens de la dynamique. C'est ça le plus important. Mais je pense que Gaza, je vous l'ai dit, va rester le point noir dans la mémoire collective de toute l'humanité. Une guerre qui ne s'oubliera certainement pas. Parlons maintenant de cette guerre russo-ukrainienne, Monsieur Abou Tahab, donc une guerre qui dure depuis 2 ans aujourd'hui. Au début, on parlait on avait l'espoir d'une victoire au niveau de l'Ukraine, l'Ukraine qui semblait se renforcer et bien se défendre face à une Russie qui n'était pas si offensive que cela. Mais après 2 ans, maintenant, on a une Russie qui est confiante. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui? Quel bilan peut-on faire de cette guerre? Et parlons aussi de ces financements qui commencent à s'essouffler, que ce soit au niveau américain ou occidental, sachant que c'est grâce à ces financements que l'Ukraine peut lutter face à la Russie. Quelle perspective pour 2024? On peut dire que M. Poutine, finalement, sur le plan peut-être même tactique, avait gagné, ou du moins remporté la première manche, dans le sens où l'annexion de la partie orientale de l'Ukraine est actée. Finalement même, il y a des lois qui ont été votées en Russie. Et dans un premier temps, ces objectifs sont atteints. Et de même que même au niveau de 2014, lorsque la Crimée a été annexée aujourd'hui, également, c'est plus ou moins acté. Donc pour Poutine, on peut dire que nolens volens, il a quand même pu atteindre, du moins sur le court et le moyen terme, ses objectifs. Mais ce qui se passe à Gaza, malheureusement depuis le 7 octobre, a fait oublier cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne voit pas, du moins au niveau du court terme, des perspectives de résolution de ce conflit, puisque les rencontres entre les deux parties se sont estompées depuis longtemps d'ailleurs. Aujourd'hui, les bonnes consciences, si vous voulez, les personnes dotées de sagesse, considèrent que pour sortir de ce tunnel obscurci, il faudrait que les deux parties reprennent quand même les discussions. Et c'était d'ailleurs, vous savez, Kissinger, c'était un grand diplomate qui nous a quittés il y a quelques jours même, qui vient de fêter son centenaire, eh bien disait que dès le déclenchement des hostilités, il faut absolument que l'Ukraine présente quelques concessions. Hélas, on a vu que l'Ukraine a été poussée à engager cette guerre asymétrique avec la Russie, en dépit de tous les soutiens financiers, tout ce qu'on veut, logistique. Et vous l'avez si bien dit, Mme Khemchi, tout à l'heure, le budget, le Congrès américain, il y a quelques semaines, a refusé de voter la somme à peu près de 107 ou 106 milliards de dollars. En fait, c'est également pour Israël, également pour l'Ukraine, non seulement par rapport à des questions, on va dire, idéologiques, mais par rapport à une opposition à M. Biden pour des questions de migration, de régulation des flux, notamment en provenance du Mexique.
Mais on peut dire aujourd'hui que nous sommes dans un statu quo, que tactiquement parlant, M. Poutine a remporté, d'ailleurs qui se prépare aussi à rempiler pour un autre mandat présidentiel. Je ne sais pas au niveau de l'avenir politique de M. Zelensky. C'est vrai que l'Ukraine, par principe, a été admise pour engager des discussions pour rejoindre l'Union européenne, aux côtés d'autres, peut-être la Géorgie, la Moldavie, etc. Mais véritablement, le scénario aujourd'hui n'est pas très clair, à mon sens. Mais 2024 va probablement être une année non pas de résolution, mais au moins un modus operandi qui va permettre aux deux parties carrément de dépasser cette situation de blocage qui, au final, ne profite pas à tout le monde. Tout à fait. Est-ce que, M. Adel, c'est un signe de l'essoufflement justement de l'Occident, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? Est-ce que l'Occident a plus ou moins perdu cette guerre? D'un point de vue tactique, effectivement, Poutine remporte un manche et un manche décisif. Parce que l'un des points faibles de l'Occident, c'est qu'il n'a pas le souffle lent. Il s'épuise rapidement. Pourquoi? Parce que les règles de la démocratie occidentale veulent que les têtes changent, les responsables changent, et chacun vient avec son propre agenda. Et à côté de ça, il y a une réalité objective. C'est qu'on se rend compte que les Américains, depuis les guerres catastrophiques en Irak et en Afghanistan, se sont endettés lourdement et ont montré au monde entier l'étendue de leur incapacité à sceller une guerre. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils n'envoient plus, comme on dit en anglais, boots on the ground. Ils n'envoient plus de soldats sur le sol. Donc, c'est la fameuse doctrine d'Obama, lead from behind. On va aider, mais en n'étant pas au front. Donc, en Ukraine, c'était la même chose. Donc, on va armer l'Ukraine, on va lui donner les moyens pour justement faire face à l'agression russe. Maintenant, quelle est la réalité que nous avons entre les mains? C'est que c'est un conflit qui s'enlise. Les Américains commencent à bouger. Où vont nos dollars? Nous avons besoin de cette centaine de milliards de dollars au Delaware, au Connecticut, au Nebraska. Et puis il y a les élections 2024 qui approchent. Il y a les démocrates aujourd'hui qui font pression sur Biden, justement pour ne pas investir autant, en tout cas, dans ce conflit, et prennent en otage des problèmes qui sont de politique intérieure. Et puis, il y a aussi cette hypothèse de Trump qui pourrait peut-être être réélu à ce moment-là. Trump qui a dit qu'en 24 heures, il trouverait carrément une solution au conflit. Et Trump qui risque de ne pas du tout investir justement dans ce conflit. Non, surtout qu'aujourd'hui, la situation, c'est que there is no end in sight. Il n'y a pas de solution en perspective. Est-ce qu'on va continuer à mettre des centaines de milliards de dollars dans un conflit qui peut durer une décennie? C'est ça aujourd'hui le problème des législateurs et puis des responsables américains. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une perspective claire sur ces dollars qu'on est en train de siphonner et dont on a besoin. D'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aux États-Unis, et pas des moindres, et que Donald Trump représente, disent mais qu'est-ce que nous avons à aller en Ukraine, à Gaza, en Chine? On ne peut pas être partout, ça va nous épuiser et un jour, on n'aura même pas de quoi nous défendre. Donc pourquoi les États-Unis doivent-ils se mêler d'un problème entre Palestiniens et Israéliens, d'un problème entre Russes et Ukrainiens, d'un problème entre Chinois et Taïwanais? Donc cette dispersion qui nécessite beaucoup d'argent, les États-Unis n'en ont plus les moyens, ni militairement, ni financièrement, et aujourd'hui de moins en moins moralement. Parce qu'autant avant c'était l'ascendant moral qu'avait l'Occident, mais aujourd'hui c'est un ascendant qui s'effrite. Et donc aujourd'hui, la politique isolationniste de Donald Trump voudrait dire pourquoi il dit moi je vais résoudre ça en 24 heures. Il va dire je vais plus soutenir l'Ukraine, je ne vais plus protéger l'Europe, peut-être qu'il va mettre terme à l'OTAN et que chacun se débrouille pour se défendre. Il avait déjà dit dans son premier mandat, il avait déjà poussé beaucoup de pays européens à augmenter leur contribution militaire pour commencer à se défendre. Maintenant, les États-Unis ne peuvent pas défendre la moitié de la planète, parce que c'est de ça qu'il est question. Nous avons la moitié de la planète qui dépend des États-Unis pour les protéger. Les États-Unis n'en ont plus les moyens, n'en ont plus la capacité militaire, et surtout c'est un conflit qui est prêt pour durer quelques années. Et quand on n'a pas de perspective en vue,
ben vous allez voir que les crédits vont commencer à diminuer. Et peut-être quand Donald Trump arrivera, il a de fortes chances d'arriver, si on ne lui met pas les bâtons dans les roues, pardon, avec des problèmes judiciaires, ben croyez-moi, en une semaine, il va dire, bon, moi j'arrête. Je n'envoie plus un seul chèque aux Ukrainiens. Croyez-moi, le monde aura une autre configuration. Un conflit qui risque donc de durer et qui n'a pas de perspective. Monsieur El-Aissaoui, parlons aussi du chef du groupe Wagner, donc cette année qui avait remis en cause l'autorité de Vladimir Poutine, oui. Une rébellion avortée. Oui, en fait c'est une rébellion qui correspond à une logique de fonctionnement de ce groupe de mercenaires. Et ils ont été engagés par Poutine pour tenir la sécurité au niveau d'un certain nombre de pays africains, de garantir à la Russie de pouvoir avoir un pied à terre dans ces pays-là. Ils ont fait la même chose pour l'Ukraine, mais j'ai l'impression qu'il y a un changement fondamental au niveau des équilibres à l'intérieur de la Russie et que finalement les gens de Wagner ne pourront plus, d'ailleurs on le voyait sur les tanks. Il y avait le W pratiquement présent sur tous les tanks qu'engageait la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Je pense que c'est quelque chose qui va s'estomper avec le temps et que finalement, le personnage qui était le porte-étendard de ce groupement, de ces mercenaires, ne va plus pouvoir agir de manière efficace telle qu'il le faisait auparavant. Je pense qu'il y a un certain nombre... ce qui nous est arrivé, moi je parle de ce que nous avons lu, de ce qui nous est arrivé comme information sur le groupe Wagner. Donc c'est un groupe qui va rester comme il l'est aujourd'hui. Parce que l'État russe ne veut pas s'engager par lui-même. Il préfère faire fonctionner ces militaires ou ces gens qui peuvent faire le travail, qui sont de véritables tortionnaires, et ils le font. Et je pense que maintenant, leur heure est terminée, et on passera à autre chose. Parce que même Poutine, aujourd'hui, parce qu'il lui-même, il doit se présenter aux élections l'année prochaine, et que finalement, il doit se préserver par rapport à l'opinion publique interne, et se préserver par rapport à ceux qui sont contre lui. Et c'est un bonhomme qui est en train... Je pense que les prochaines élections pour lui, ça va lui garantir une présence dans le pouvoir jusqu'à 2036, ce qui est énorme. C'est-à-dire que même lui, je ne sais pas comment il sera physiquement à ce moment-là, même s'il est sportif, etc. Mais de toutes les manières, on sait que c'est un homme qui sera amoindri aussi en 2036, mais il va essayer de faire ce travail important qui lui reste à faire à la tête de la Russie. Le pouvoir de Vladimir Poutine qui est plus fermement établi depuis cette rébellion avortée. Monsieur Abou-Dahab, parlons encore d'Occident et de ce destin aujourd'hui qui est lié entre le sort de Zelensky et de l'Europe. Destin lié, c'est un souhait, mais la réalité est compacte et elle est parfois résistante, puisque cette adhésion, d'abord, si elle a été acceptée par principe, notamment par la Commission européenne, après il faut passer à des modalités pour faire passer le vote et le faire admettre aussi chez les autres institutions, notamment le Parlement européen. Bon, il est vrai que, plus ou moins, comme le référentiel est toujours cette démocratie qui est véhiculée. Mais ça va prendre beaucoup d'années. Deuxièmement, c'est un terrain qui est plein d'embûches, puisqu'il ne me semble pas que la Russie puisse avaler rapidement cela, dans le sens où, théoriquement, les pays membres de l'Union européenne sont par extension aussi membres de l'OTAN. Et donc, oui. Admettons que l'Ukraine devienne membre de l'Union européenne, comment on pourrait imaginer un scénario d'admission au sein de l'OTAN et puis un affrontement sous forme d'embrasement et d'élimination mutuelle de part et d'autre. Donc, c'est vrai que le principe est admis, néanmoins, sur le plan des modalités opérationnelles, ça va prendre beaucoup de temps. Deuxième élément très important, l'Eurasie a été toujours un théâtre
d'affrontement, non seulement sur le plan militaire, mais également sur le plan, je dirais, géoculturel, idéologique, etc. Et ça date d'il y a longtemps. Même les géopolitologues, les fondateurs, comme Mackinder, dans un article 1905 déjà, je pense que c'est un Anglais, il me semble exactement, le pivot géographique de l'histoire. D'ailleurs, il parlait de cette Eurasie qui est, sur le plan économique, très prometteuse. Et maintenant, je crois que Samuel Huntington a été plus ou moins ressuscité. Je n'adopte pas sa théorie à 100%, mais quand même, il avait une part de vérité quand il disait que parfois, il y a ce qu'on appelle des lignes d'affrontement, de clivage et de fracture, et l'Ukraine est venue là comme étant tiraillée à droite et à gauche, parce qu'elle symbolise précisément cette lutte entre deux modèles, un modèle occidental, vieillissant, qui embraye de moins en moins sur la réalité, c'est vrai, il a fait montre de ses limites, et de l'autre côté, la Russie qui se dit, moi je ne suis pas l'Occident, je suis un pays oriental, les Russes le disent d'ailleurs, et qui veulent, comme ça a été dit, je pense tout à l'heure, Si Adel, quand il a parlé du Sud global, et les plus à l'aise au niveau du BRICS, et les plus à l'aise avec les pays en développement, les pays africains, le Forum Russie, pays arabes, vous voyez. Et je crois que ce n'est pas fini. D'ailleurs, la théorie de Fukuyama, à la fin de l'histoire, en 89, je crois qu'il faut qu'elle soit un peu revue et corrigée. L'histoire est toujours à du carburant et nous aurons encore beaucoup d'événements devant nous qui vont exprimer cette complexité, finalement, des humains. Tout à fait. Parlons maintenant de cet autre conflit, Monsieur Adel. Donc, au Soudan, on est à un peu plus de 9000 morts, près de 5,5 millions de déplacés. Un conflit peut-être un petit peu oublié par la communauté internationale aujourd'hui. Quel bilan faites-vous de ce conflit en 2023 ? Écoutez, le problème, c'est que justement, il y a des conflits qui qui suscitent moins d'intérêt que d'autres, sachant que le Soudan, c'est un grand pays, et c'est un pays qu'on a tout fait pour morceler. Je rappelle que le Soudan était le plus grand pays d'Afrique jusqu'à sa partition. Aujourd'hui, nous sommes sur deux logiques qui s'affrontent, et qui s'affrontent violemment, et c'est le peuple soudanais qui en paie le prix, sur des schémas qui ne concernent pas le peuple soudanais. Ce sont des schémas globaux. Chaque parti essaie de faire valoir ses intérêts parce que c'est un passage névralgique en Afrique. Mais c'est toujours dans le même schéma. C'est que les guerres ont paradoxalement lieu toujours aux mêmes endroits. Je pense que les seuls endroits sur Terre où il y a encore des guerres et des conflits sont les pays musulmans. Aujourd'hui, à part quelques pays africains, mais le gros se situe au niveau des pays musulmans. Alors, récemment, Benjamin Netanyahu, quand il parlait à Elon Musk, il lui a dit, bon voilà, nous allons aider les pays musulmans à être moins extrémistes. Ok. Et donc, c'est dans cette logique de purification, entre guillemets, du monde musulman que se font toutes ces guerres. Et dès qu'une guerre est achevée dans un endroit, elle va commencer dans un autre. Tant et si bien que nous sommes sur un continuum géographique où il n'y a presque pas eu un moment de répit depuis plus d'un siècle. Où quand la guerre s'éteint dans un endroit, on l'allume ailleurs. Et donc aujourd'hui, il y a le Yémen, le Soudan et la Libye qui sont toujours dans une poudrière. La Syrie, on n'en parle même pas, elle est complètement détruite. Et donc là, il y a un schéma global où tous ces pays-là doivent être faibles et affaiblis pour servir le dessein d'Israël qui joue dans ce rôle, dans cette région, le rôle d'État, de 51e État américain avancé dans la région pour justement permettre aux Américains de contrôler cette région et d'empêcher qu'il y ait un minimum de consensus entre les pays arabes qui remettrait en cause les accords privilégiés autour du pétrole qu'il y a avec certains pays arabes. Donc, c'est un schéma où il y a presque plus de suspense. Demain, si la guerre s'arrête au Soudan, on va s'arranger pour l'allumer ailleurs. Comme ça, pour que cette partie du monde reste toujours occupée dans des guerres fratricides et qu'il n'y ait pas un schéma de rapprochement entre ces pays ou de développement global, et on reste toujours dans des schémas presque primals où, au lieu de construire du développement et de la prospérité, on va toujours être occupé à régler un problème de paix, à calmer un groupuscule ici. D'ailleurs, nous, même au Maroc, on souffre de ça avec les terroristes du Polisario. Donc, on va toujours créer des éléments
pour empêcher des pays d'être complètement stables et donc d'être dans un schéma de défi de position établie. Donc, ce qui se passe au Soudan n'est qu'un élément dans un schéma plus global. Et d'ailleurs, Sa Majesté en a parlé en 2016 dans le sommet de Riyad, ce schéma de partition des pays arabes et musulmans. Malheureusement, ce que je constate, c'est que nous avons aujourd'hui une occasion en or, en tant que pays arabe, pour nous émanciper de ce piège, en jouant sur les contradictions entre l'Occident avec les États-Unis et la Russie, la Chine et les pays émergents de l'autre, et nous positionnons dans une neutralité qui sert nos intérêts, et en n'étant ni dans un camp ni dans l'autre. La bonne nouvelle, c'est qu'on a commencé à sentir ce rapprochement. On a vu Poutine reçu dans les pays du Golfe sans craindre pour sa sécurité. On a vu le forum arabo-russe se tenir à Marrakech. Donc, le monde arabe a intérêt à diversifier ses partenaires et puis à taper sur la table pour dire à Israël, arrête. Quand le criminel de Netanyahou dit les dirigeants arabes doivent faire attention à ce qu'ils disent, on aurait dû le remettre à sa place. Mais je pense que ça viendra avec le temps. Monsieur El Aissaoui, vous voulez rebondir sur les propos de Monsieur Adel? Pas sur les propos, pour parler justement de cette situation de blocage dans laquelle se trouve justement le Soudan. Le Soudan qui était un pays uni, c'est un grand pays qui a beaucoup de potentiel au niveau de l'agriculture. C'est-à-dire, mais c'est le seul pays au niveau du monde arabe qui a la capacité de nourrir l'ensemble du monde arabe. Est-ce qu'on peut s'attendre à un scénario comme en Libye aujourd'hui, avec le pays qui est déchiré? Pour l'instant, c'est extrêmement difficile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne recevons pas d'informations de première main. Nous ne sommes que des utilisateurs de l'information qui tournent au niveau des agences de presse internationales et qui sont récupérées ou orientées de telle sorte à ce que nous, on puisse penser exactement ce que les Américains, ce que les Français, etc., veulent que l'on pense d'eux. Mais il y a des changements. 2023 aura marqué l'histoire de l'humanité par ce revirement qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et il y a très peu de pays qui ont pu s'en sortir en 2023. Le Soudan, c'est une catastrophe pour les Soudanais. Et aujourd'hui, il y a le problème de la partition. Ce n'est pas un problème qui est dû à cette guerre. Il est ancien. Le Soudan du Sud a déjà essayé, disons, de se séparer du Soudan de manière globale. Le Maroc est intervenu dans ce conflit. Mais qui c'est qui peut trouver une solution aujourd'hui à cette situation? C'est extrêmement difficile. On ne peut pas parler c'est une guerre qui va continuer. Et les militaires au Soudan n'ont pas encore le fin mot de l'histoire, sincèrement. Personne ne sait exactement comment les choses vont s'orienter. Effectivement, les Arabes, aujourd'hui, n'ont pas de force, parce qu'en fait, quelle que soit la force dont vous pouvez disposer, vous ne pouvez pas intervenir au Soudan, leur dire « Ah, on arrête ceci, ici ou cela ». Non, ce n'est pas possible. Nous sommes toujours dans cette situation de calamité et le Soudan ne méritait pas justement cette situation. Ils sont en train de la vivre avec beaucoup d'amertume. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les choses sont ainsi. Et 2023 est ainsi fait. C'est une année qui est extrêmement difficile pour beaucoup de pays. Une année donc difficile qui marquera l'histoire de l'humanité, comme vous l'avez dit, Monsieur El Aissaoui. Oui. Maintenant, on a encore plein de sujets à traiter et plus beaucoup de temps. Donc, je m'adresse à vous, Monsieur Abou-Dahab. Parlons de ces tensions aujourd'hui entre la Chine et Taïwan, et notamment avec les présidentielles qui approchent à Taïwan le 13 janvier. Et la Chine qui tente d'influer justement sur ce scrutin. Que dire des tensions actuelles? Je crois que dans les 2 jours qui viennent de passer, il y a même un ballon qui a été repéré donc, sur le sol taïwanais émanant de Chine, ce qui suscite pas mal de réactions à Taïwan. Et c'est cela le drame, c'est malheureusement, puisque non seulement en Taïwan, mais ailleurs aussi, même au Soudan, le problème des interventions et des ingérences extérieures. Et donc, ce qui fait que c'est une guerre par proxy,
Il faut le dire, que ce soit Dagalo, que ce soit le Burhan, en fait, on sait très bien qu'il y a des ingérences. Idem pour la Libye qui ne s'est pas encore stabilisée. Maintenant, qui pousse Taïwan à agir de façon, je ne dirais pas belliqueuse, parce que Taïwan, rappelons-le, chers téléspectateurs, n'est pas un État au sein de l'ONU, puisqu'on connaît un peu l'histoire de Formose, de Taipei chinois, en 1949, lorsque les nationalistes avaient fui, et c'était les Américains qui avaient soutenu Taïwan afin qu'il soit plus ou moins une sorte d'île espionne des Chinois, afin qu'il reste toujours confiné là où il devait l'être après la proclamation de la République en 1949 par Mao Zedong. Mais moi, ce que je sais, c'est-à-dire même les diplomates chinois le disent, c'est que pour eux, Taïwan est une ligne rouge. C'est quelque chose, mais véritablement, qui est inscrite dans la doctrine chinoise. Et que les Chinois, évidemment, on a développé l'idée d'une seule nation, deux États, je crois que c'était ça, mais à condition qu'il y ait une sorte de processus d'arrangement afin de faire en sorte que les Taïwanais eux-mêmes puissent décider de leur sort sans qu'il y ait ingérence extérieure. Alors, parlons d'abord de cette région qui est un peu tumultueuse, parce que la Chine n'a pas seulement que des problématiques avec Taïwan, mais également avec les voisins, notamment l'Inde, l'Indonésie, même la Russie, selon des degrés qui sont divers, vers même parfois des revendications de certains territoires. Donc ce n'est pas encore fini, une Chine qui se reconstitue, qui se recompose. Il faut également anticiper le 2049, le centenaire de la Chine qui voudrait, pour les Chinois, qu'ils puissent même dépasser la puissance américaine. Une Chine qui ne va pas lâcher du lest, à mon sens, je vous l'ai dit, parce que Taïwan, c'est à peu près pour les Chinois comme Hong Kong, qui a été rétrocédé à partir de 2000 sur 50 ans, en dépit des problèmes de manifestants, etc. Donc au final, aujourd'hui, je crois que la question, elle est fondamentalement entre les Américains et les Chinois. C'est un jeu, je ne dirais pas à somme égale, d'accord, mais en vérité, je crois que les Américains ont une certaine responsabilité morale à faire en sorte qu'il faut qu'il y ait éviction d'un affrontement entre les deux pays. Au final, ce sont tous les deux des pays qui appartiennent à l'ancienne Chine. Voilà. Moi, quand on voit qu'il y a des provocations, Pelosi, quand elle a visité l'île, je pense l'année dernière, c'était en 2022, etc., pour les Chinois, c'était quasiment une déclaration de guerre un peu feutrée. Donc vous voyez, c'est aussi du carburant pour, hélas, parfois, ça pourrait pousser vers le déclenchement de conflits armés et ce serait catastrophique. Une confrontation donc entre blocs États-Unis-Chine, et puis une Chine qui se reconstruit, comme vous dites, et reconstitue et se recompose. Monsieur Adel, parlons maintenant de l'Europe et de cette montée fulgurante de l'extrême droite en Hongrie, en Italie, en Slovaquie, et puis l'extrême droite qui est maintenant la deuxième force politique dans quasiment un tiers des pays européens. Écoutez, c'est un long cheminement. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail qui a été, on va dire, labouré depuis plus de 50 ans. Même depuis la Deuxième Guerre mondiale, où c'était des groupements minoritaires qui rasaient les murs parce qu'ils étaient compromis avec les mouvements fascistes et nazis. Mais il y a un triple échec qui a conduit à la situation aujourd'hui. Alors, le premier échec, c'est l'échec de la construction européenne. Alors, la construction européenne qui a été faite trop rapidement, trop fortement et trop autoritairement a fait que beaucoup de pays ne se retrouvent plus dans ce schéma qui avait promis paix et prospérité. Il a livré. Effectivement, l'Europe a permis, la construction européenne a permis la paix et la prospérité dans ce continent qui était le foyer des guerres les plus meurtrières. Les Américains on avait assez d'envoyer leurs enfants se faire tuer la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale pour régler des problèmes de l'Europe. Donc ils ont, par leur doctrine basée sur le commerce qui remplace les armes, ils ont dit plus vous allez vous construire et vous intégrer économiquement, moins vous allez vous faire la guerre. Donc le premier échec, c'était à ce niveau-là. La construction de l'Europe a laissé des frustrés. Deuxièmement, l'échec des partis dits classiques, ou ce qu'on appelle en France l'arc républicain. Donc ça, c'est-à-dire les partis qui avaient promis
démocratie, prospérité économique et justice sociale, on s'est rendu compte que finalement, eux-mêmes n'ont pas livré ces promesses, tant et si bien qu'une grosse partie de leur électorat, qui était presque acquis dans les années 70 et 80, a fait un virage à 180 degrés. Et à partir de la fin des années 80, début des années 90, les mouvements qui étaient leur terreau, des socialistes, ont commencé à voter pour l'extrême droite. Et puis troisièmement, c'est la construction de l'Europe s'est faite à un double étage. Un étage où on allait avoir des cols blancs, majoritairement européens, en blanc et autres, et un étage col bleu, où il fallait ramener de la main-d'œuvre d'autres pays. Cette main-d'œuvre qu'on a ramenée, on n'a rien fait pour l'intégrer. On l'a ghettoisée et on a fait en sorte que le problème ne soit pas géré à l'intérieur de la société, mais en marge de la société. Donc, on sait bien que dans beaucoup de pays, nous avons deux sociétés qui cohabitent. Une société issue de l'immigration et la société originelle. Donc, ce triple échec a fait que le discours de l'extrême droite est devenu de plus en plus audible. Et quand ils disent quelque chose, même si derrière il y a beaucoup de fallacies, beaucoup de mensonges et beaucoup d'approximations, mais la manière avec laquelle les choses sont présentées par cette extrême droite commence à rencontrer un écho dans la réalité. Avec des slogans très simples, ce sont les étrangers qui nous volent notre travail, ça c'est les années 80. Maintenant, dans les années 90-2000, c'était le terrorisme, et maintenant c'est le grand remplacement. C'est-à-dire que si on les laisse, demain on aura une Europe qui va être non plus blanche et chrétienne, mais métissée et musulmane. Donc cette évolution dans le discours a fait que l'extrême droite aujourd'hui surfe sur le tiers des voix en Europe, mais je pense dans 2-3 ans, ça va être la majorité. Et je pense même en France, en 2027, tout le monde parle de Marine Le Pen en tant que présidente. Un triple échec donc qui rend le discours des partis d'extrême droite audible, et notamment un discours anti-migrant, notamment avec la loi anti-migration qui vient de passer en France. Monsieur Laïsaoui, et puis il y a ce pacte migratoire qui a été conclu en Europe il y a 4-5 jours. Est-ce qu'on peut parler d'une page qui se tourne en quelques minutes, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, 5 minutes maximum. Vous savez, les mouvements nationaux qui s'érigent ici et là, justement, ils ont une grande audience au niveau du peuple, au niveau de la France, au niveau d'autres pays. La montée des extrêmes droites au niveau de l'Europe est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder que est-ce que les pays sont en train de se recroqueviller, de retourner vers eux-mêmes et de finir avec tout ce qui est ouverture sur les autres. Ça, c'est la grande question qui va rester posée. Et de toutes les manières, quand on regarde un peu les moyens d'information au niveau de l'Europe, au niveau disons, des autres pays, on voit qu'ils sont en régression permanente et que finalement, ce ne sont plus des pays qui sont capables de dire « nous sommes les pays des droits de l'homme, venez, on va vous protéger ». Il n'y a rien. Aucun pays aujourd'hui ne peut avoir une alternative à tout ce qui se passe ailleurs. Et les pays du tiers-monde, les pays du Sud, de manière générale, n'ont pas, disons, là où ils peuvent y aller. C'est ça le problème. Et ils ne peuvent pas avoir cette possibilité de dire « oui, je peux aller vers telle destination, j'aurai les solutions ». Il n'y a plus de solution, malheureusement. C'est pour ça que je vous ai dit 2023 ne sera pas une année bonheur pour tout le monde. Ça sera une année difficile. On est en train de le vivre maintenant, même sur le plan du climat. Et très, très certainement, 2024 sera très, très certainement une année à surveiller avec des loupes, avec tout ce qui aujourd'hui est en train de bouillir dans la marmite, va exploser en 2024, en janvier 2024, et les mois qui suivent. L'Europe qui n'est donc plus une alternative, Monsieur Abou-Dahab, pour parler de la France, justement, de cette loi anti-immigration. Si on faisait le parallèle avec ce sentiment anti-français aujourd'hui en Afrique? Il est dû à plusieurs facteurs, il est vrai, puisque la France n'est plus cette France
républicaine, de gaullienne. C'est vrai, elle garde toujours des symboles. Il ne faut pas l'oublier parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Elle reste quand même fascinante pour beaucoup sur le plan culturel, sur le plan de la haute couture, des parfums, du fromage, les amateurs du vin et des spiritueux, etc. Il y a quand même un modèle français qui est là, même son industrie, il faut le dire, ne serait-ce qu'en citant le TGV, par exemple, qui était une réussite. Il y a beaucoup de choses, des universités. Vous savez, le grand simulateur nucléaire, c'est à Grenoble. Et Grenoble détient, si vous voulez, des lettres d'or par rapport à son classement comparativement à d'autres pays. Cela est une chose. Maintenant, la géopolitique mondiale a ses lois. Et le rapport de la France avec ses anciennes colonies n'était pas toujours un rapport qui est heureux, dans le sens où les générations ont changé. On n'est plus dans la configuration des années 60. Et Houphouët-Boigny, d'ailleurs, qui ont fait leurs premières actions sur le plan des institutions parlementaires françaises, ou encore Léopold Sédar Senghor, ainsi que d'autres. Changement générationnel. Et au final, aujourd'hui, avec cette mondialisation qui fait en sorte que le monde devienne comme étant un village planétaire, les habitants, enfin les Africains, surtout l'Afrique subsaharienne, nous sommes aussi des Africains, aspirent à plus de changements. Ils évaluent un peu l'action française sur le terrain et considèrent qu'au final, elle est plus une action sécuritaire, militaire, et cette idée de co-développement, d'investissement, de partage de la richesse, etc., qu'on nous pille, c'est le discours, c'est la rhétorique qui a été développée. Je crois que non seulement par rapport à ça, mais par rapport à un français qui est aussi de plus en plus déclassé par rapport à d'autres langues, comme l'espagnol. Je ne parlerai même pas de l'anglais, le mandarin, oui. Donc, cela constitue, à mon sens, une sorte de symptômes, c'est symptomatique d'un changement paradigmatique, générationnel. Sur le plan même des échelles, on fait de la géologie, on fait aussi de la géopolitique, dans ce qui fait que oui, la France est mise à mal par rapport à une concurrence mondiale aussi, qui est atroce par rapport à d'autres pays, comme la Corée du Sud par exemple, mais je crois qu'elle garde toujours un certain nombre d'atouts et qu'elle pourrait rebondir, à mon sens, parce qu'elle a pas mal de facteurs positifs, c'est mon point de vue. Merci à vous, Monsieur Zakaria Bouddahab. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci à vous également d'avoir été avec nous, Monsieur Driss Essaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. Et merci à vous, Monsieur Nabil Adl. Vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique, en géoéconomie de l'ESCA. On arrive au terme de cette émission et on avait encore plein de sujets à traiter, mais ce sera pour une prochaine fois. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. À demain pour une nouvelle rétro.